L'Amérique, le dernier continent vierge, resté longtemps inexploré et coupé du reste du monde par une gigantesque masse de glace. La découverte d'un passage a marqué le début du peuplement de l'Amérique. Mais qui étaient les tout premiers hommes à fouler ce continent? Quand et comment sont-ils arrivés? En progressant vers le sud, ils ont dû se rendre compte qu'ils étaient les premiers à découvrir ces paysages. Les rivières offraient toutes les ressources dont ils avaient besoin pour explorer l'intérieur des terres et coloniser l'Amérique du Nord. Pour un scientifique, c'est super quand il y a controverse. Ça veut dire que les résultats comptent. Et ils sont importants. C'est l'un des plus grands mystères de l'archéologie. Comment l'Amérique a-t-elle été conquise? Voici comment nos ancêtres ont peuplé progressivement tous les continents de la planète. Quel est le secret de leur fabuleuse expansion? Leur histoire est aussi la nôtre. La péninsule du Yucatan au Mexique, il y a 13 500 ans. Une cérémonie se déroule au fond d'une grotte. Un clan inhume une jeune femme. Les archéologues l'ont baptisée Ève de Naharon. Elle appartenait à une tribu de chasseurs-cueilleurs. Comme tous les humains de la préhistoire. Mais Ève de Naharon est à part. Elle serait la toute première américaine de l'histoire. Ces ossements sont les plus anciens jamais mis au jour sur l'ensemble du continent. Ils ont été découverts dans un cénote. Un puits immergé relié à un immense réseau de grottes souterraines sous la jungle dans le Yucatan. Les salles sont vastes comme des cathédrales, et les tunnels si étroits qu'ils paraissent presque infranchissables. Une équipe d'archéologues mexicains mène des fouilles depuis 2008. Elle est dirigée par Arturo González. C'est l'archéologie comme j'aime. On n'a pas besoin de creuser, il n'y a pas de poussière, et on voit tout. Pour la plupart, les os qui se trouvent là sont des fossiles d'animaux. Mais quelques-uns sont des restes humains de l'époque préhistorique. On passe beaucoup de temps à explorer les grottes. Alors, quand on tombe sur des vestiges humains, c'est comme si on gagnait au loto. On se dit, oh, enfin! C'est extraordinaire de pouvoir toucher ces ossements. Ils constituent un lien très fort entre le passé et l'avenir. Mais que font ces ossements humains sous l'eau? Ils n'ont pas été poussés par le courant. Par conséquent, les corps ont dû être déposés dans la grotte avant qu'elle ne soit submergée. Lors du dernier maximum glaciaire, il y a 22 000 ans, la quantité d'eau gelée dans les immenses étendues de glace était telle que le niveau des mers et des océans était inférieur de 120 mètres à celui d'aujourd'hui. La forme du continent américain était alors sensiblement différente.
réseau de grottes au Yucatan n'était pas encore inondé et les hommes pouvaient y pénétrer pour y enterrer leurs morts. Cette période a pris fin il y a 8000 ans. Depuis, les grottes ont été immergées et sont devenues des tombeaux où les ossements humains ont été préservés. Au total, Arturo González et son équipe ont remonté 8 squelettes. Jamais autant d'ossements humains préhistoriques n'avaient été retrouvés sur un seul site en Amérique du Nord. Et voici la star, Ève de Naharón. C'est le premier squelette qu'on a découvert dans les grottes, et le plus ancien également. On sait que c'était une femme parce qu'on a retrouvé les os des hanches, très différents de ceux d'un homme. Le crâne aussi est un bon indicateur du sexe d'un individu. Celui d'Ève de Naharón est très délicat et correspond donc à celui d'une femme jeune. À sa mort, Ève mesurait 1,40 m et était âgée d'une vingtaine d'années. D'après la datation au carbone 14, elle serait décédée il y a 13 500 ans. Les archéologues pensent qu'elle faisait partie d'un clan relativement important. Ces nomades vivaient dans la forêt, à une 60aine de kilomètres de ce réseau de grottes. Ils n'y venaient que pour y enterrer leurs morts. Lorsqu'il a été découvert, le squelette d'Ève était intact et complet. Il reposait à 400 mètres de l'entrée la plus proche. Les indices semblent indiquer que la jeune fille a été inhumée selon un rituel précis. Ce serait le signe le plus ancien de l'existence d'une spiritualité en Amérique du Nord. Mais pourquoi s'enfoncer dans l'obscurité d'une grotte aussi loin de l'entrée pour accomplir une cérémonie funèbre? Normalement, les sépultures se trouvent tout au fond des grottes, très loin de l'entrée. Mais on ignore pourquoi ces hommes choisissaient précisément ces endroits-là. Octavio Rettig est un chaman. Il croit que les salles les plus profondes étaient des portes qui ouvraient sur le monde spirituel et que les prêtres sorciers y communiquaient avec les esprits après avoir absorbé des psychotropes. Aujourd'hui, Arturo González va simuler ce rituel en ingérant une substance extraite des glandes cutanées d'un crapaud mexicain. Je suis anthropologue et paléontologue. Autrement dit, quelqu'un de très rationnel. Mais maintenant, je comprends mieux pourquoi ces tribus choisissaient ces endroits pour inhumer leurs morts ou entrer en contact avec les esprits. Ces rituels vieux de 13 500 ans sont les premiers indices de l'existence d'une culture sur le continent américain. Mais cela pose un problème aux archéologues.
Eve a vécu dans la péninsule du Yucatan des siècles avant l'arrivée officielle des premiers hommes en Amérique du Nord. Pendant des décennies, les chercheurs ont supposé que les premiers Américains étaient venus à pied depuis la Sibérie à la fin de la dernière période glaciaire. À cette époque, le niveau des mers était si bas qu'un pont de terre s'était formé à travers l'actuel détroit de Bering. Mais une fois en Alaska, la route était coupée. Le Canada était recouvert de 2 gigantesques calottes de glace infranchissables. Il a fallu attendre que le climat se réchauffe pour que les calottes commencent à fondre, ouvrant un corridor vers le sud. Dans l'Alberta, les traces de cette voie de passage sont faciles à trouver. Les plaines sont jalonnées d'immenses blocs rocheux. On les appelle des blocs erratiques, parce qu'ils ont été déplacés de leur point d'origine. Ce rocher énorme ne devrait pas être ici, mais à 160 km plus au nord. Il a été emprisonné entre les 2 calottes glaciaires qui l'ont entraîné vers le sud. Puis, quand celles-ci ont commencé à fondre, elles ont déposé le bloc ici. On pourrait penser qu'il s'agit d'un phénomène isolé, mais quand on a établi une carte indiquant l'emplacement de tous ces monolithes, on s'est aperçu qu'ils délimitaient le corridor qui s'était formé entre les 2 glaciers. Ils jalonnent tout le paysage vers l'Amérique du Nord. Avec l'ouverture de ce corridor interglaciaire il y a environ 13 000 ans, les hommes ont pu reprendre leur migration en direction de ce qui correspond aujourd'hui aux États-Unis. En fondant, les immenses calottes de glace se sont écartées l'une de l'autre. La glace ruisselait et craquait dans un terrible vacarme. Les blocs se détachaient avec fracas. En descendant vers le sud, ces hommes sont arrivés sur des terres que personne n'avait encore jamais foulées. Il n'y avait aucune trace d'occupation humaine, et ils ont dû se rendre compte qu'ils étaient les premiers à découvrir ces paysages. Ce nouveau monde est peuplé de troupeaux de grands herbivores, comme le mammouth de Colomb. Ce mastodonte, qui pouvait peser jusqu'à 10 tonnes, était une véritable manne pour les chasseurs capables de l'abattre. C'est dans les années 1930 qu'on découvre des indices attestant que les mammouths avaient été chassés par les premiers Américains. Sur plusieurs sites dans le sud-ouest de l'Amérique du Nord, des pointes de lance sont exhumées à côté d'ossements de mammouths. Elles sont appelées pointes Clovis, en référence à l'un des sites de fouilles au Nouveau-Mexique. Depuis, on en a retrouvé un peu partout aux États-Unis. Elles sont tellement répandues que les hommes qui les fabriquaient ont été classés comme représentants de la culture Clovis. Cet abri sous roche dans les monts Ozarks est un site archéologique tout récent. Les fouilles viennent à peine de commencer, mais il semble que des populations de la culture Clovis avaient installé un campement à cet endroit. Il y a 13 000 ans, un groupe familial a peut-être séjourné ici quelques jours avant de poursuivre sa route. La nourriture était au centre des préoccupations des hommes préhistoriques. Très actifs,
Les chasseurs-cueilleurs consommaient jusqu'à 4 fois plus de protéines que nous. Metin Eren est un des directeurs du site archéologique. C'est aussi un spécialiste de la fabrication des outils en silex. Il est capable de tailler des points de Clovis avec la même dextérité que les premiers Américains. La pointe Clovis est l'illustration parfaite des techniques du Paléolithique. Personne n'avait jamais rien vu de tel quand elle est apparue il y a plus de 13 000 ans. Ses bords sont extrêmement tranchants et les cannelures de chaque côté permettent de l'emmancher très facilement sur la hampe d'une lance. Une fois terminée, l'arme pouvait tuer sans problème les plus grands animaux de cet âge de pierre. On peut dire que c'est la première invention américaine. Ça, c'est une pointe Clovis que j'ai taillée. On l'ajustait sur un morceau de bois que l'on enfonçait dans une longue hampe en jonc, comme celle-ci. Ensuite, on pouvait fixer la lance sur un atlatl, c'est-à-dire un propulseur. Ce dispositif multipliait la force du bras du chasseur et lui permettait d'atteindre n'importe quel gros animal. Dans le mille. La pointe a traversé la cible, qui fait presque 8 cm d'épaisseur. Vous imaginez les blessures qu'elle infligeait aux bêtes chassées par les populations de la culture Clovis. C'est une arme impressionnante. Mais comment ces populations ont-elles fait pour progresser à travers ce territoire dont elles ignoraient tout? Bob Stevens est apache. Chasseur et pisteur, il sait comment survivre dans la nature. Quand je suis ici, au milieu de la nature, je sens le vent. Le vent me traverse. Tous les bruits entrent en moi. Leur rythme se mêle au battement de mon cœur. Je deviens le monde qui m'entoure, et le monde devient moi. Nous ne faisons qu'un. Ces hommes ne pouvaient connaître les endroits les plus propices à la chasse. Ils commençaient par l'observation du territoire. Il faut commencer par chercher un point d'observation. Une fois là-haut, on voit mieux les alentours. Le terrain vous parle. Tous les animaux descendront vers le fond du canyon pour boire, en suivant des sentiers. Ils vont se concentrer dans cette zone parce que plus haut et par là, le canyon est fermé. Il n'y a aucun accès. Les animaux viendront forcément ici. Ce serait un coin parfait pour établir un petit campement provisoire, un point de départ pour commencer à rayonner dans la région. Les premiers hommes qui sont venus jusqu'ici par le pont de terre en Alaska ont progressé à une vitesse incroyable. Peut-être étaient-ils mus par la soif d'exploration, l'envie de savoir ce qu'il y avait de l'autre côté, derrière chaque colline. Moi aussi, quand je viens ici, j'ai cette même envie. Je veux voir ce qu'il y a de l'autre côté de la colline. J'ai envie de grimper au sommet et de me dire « ça y est, je vois ». Et qu'est-ce qu'il y a? Une autre colline. C'est pour ça qu'on continue d'aller de l'avant, toujours plus loin. Ce qui nous séduit dans cette histoire est qu'elle reflète un des grands mythes classiques de l'Ouest américain. Le mythe des hommes rudes et opiniâtres qui se lancent dans la conquête d'un territoire inconnu et le colonisent.
Mais est-ce réellement ce qui s'est passé? Les peuples de culture Clovis étaient-ils bien les premiers Américains? Les indices les plus anciens de leur passage remontent à 13 000 ans. Mais la jeune fille baptisée Ève de Naharon a vécu dans le Yucatan il y a 13 500 ans, plusieurs siècles avant l'avènement de la culture Clovis. Si Ève et les siens avaient gagné le sud-est du Mexique à cette période, cela veut dire que des hommes avaient atteint l'Amérique du Nord encore plus tôt. Mais quand? Et comment? Jacqueline Gill est convaincue de pouvoir dater l'arrivée des premières populations en Amérique du Nord en analysant non pas des os ou des outils, mais des excréments. En effet, les spores du champignon du genre Sporormiella se développent dans les excréments riches en nutriments des grands herbivores. Plus les herbivores sont nombreux, plus il y a d'excréments et donc de spores. Ces dernières ont la faculté extraordinaire de se conserver des milliers, voire des dizaines de milliers d'années. Il suffit de creuser le sol pour remonter le temps et découvrir combien d'animaux vivaient dans une région donnée. Dans le lit d'anciens lacs, Jacqueline Gill prélève des échantillons de boue. Elle les mélange à un solvant et les passe à la centrifugeuse afin d'en extraire les spores de champignons. Ensuite, elle compte ces dernières et en déduit le nombre d'herbivores, comme les mammouths et les mastodontes, qui se trouvaient là à la préhistoire. Après avoir passé des heures à compter ces spores, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Il y a 15 000 ans, elles étaient très nombreuses, ce qui veut dire qu'il y avait beaucoup d'animaux. Puis il s'est passé quelque chose. Il y a 14 800 ans environ, le nombre de spores a commencé à chuter. Et il y a 13 500 ans, il n'y en avait plus du tout. Leur disparition pourrait suggérer que la mégafaune a été victime de chasseurs bien avant l'arrivée des populations de la culture Clovis. Quand ces populations apparaissent en Amérique du Nord, les grands animaux ont quasiment disparu. Cela signifierait que des hommes auraient gagné le continent bien plus tôt qu'on ne le pensait. Mais si des hommes ont effectivement chassé ces animaux avant l'arrivée des populations Clovis, peut-on en trouver une preuve? Ce fragment de côte a été découvert sur la péninsule Olympique, dans l'État de Washington. Elle appartenait à un mastodonte, un mammifère géant cousin de l'éléphant. Cette côte a une particularité, à savoir ce morceau d'os fiché dans la masse. Ne sachant pas ce que c'était, on a fait faire un scanner en haute résolution. Puis on a créé un modèle en 3D de l'objet. Car il s'agit bien d'un objet fabriqué par l'homme. Ce n'est pas une pointe Clovis, mais une pointe de lance beaucoup plus rudimentaire qui s'était logée dans la côte. C'est un projectile en os qui a été lancé sur le mastodonte. Il a pénétré la peau épaisse de l'animal et a traversé les tissus sur 20 à 25 cm de profondeur, avant que la pointe ne vienne s'enfoncer dans une côte. Ensuite, quand l'animal s'est débattu, le projectile s'est brisé et la pointe est restée dans l'os. Pour connaître son âge précisément, on a daté l'os au carbone 14. Il a 13 800 ans. Cet animal a été chassé et tué par des hommes près de 8 siècles avant l'apparition de la culture Clovis en Amérique du Nord.
8 siècles avant l'apparition de la culture Clovis en Amérique du Nord. Des hommes avaient gagné le continent bien plus tôt qu'on ne le pensait. Les premiers hommes ont progressé à une vitesse incroyable. Les populations de la culture Clovis, arrivées par le corridor interglaciaire il y a 13 000 ans, n'étaient pas les premières à atteindre l'Amérique du Nord. Il y a forcément eu un autre point d'entrée. John Erlandson pense que les premiers Américains sont arrivés par la voie des mers il y a 16 000 ans. Si l'intérieur des terres était toujours pris par la glace, la côte nord-ouest du Pacifique était presque entièrement navigable. Il était donc possible de descendre vers le sud en évitant les icebergs et en tirant sa nourriture de l'océan. Voici entre autres ce qui vient étayer cette théorie. Le kelp géant, qui pousse en forêt le long de la côte pacifique. Ces algues extrêmement fertiles libèrent des milliards de spores et peuvent croître d'1 mètre par jour. Elles font vivre des réseaux trophiques très complexes. Poissons, coquillages, mammifères marins. Enfin, c'est comestible et plutôt bon. Très bon même. Au lieu de franchir à pied un corridor interglaciaire, les premiers Américains auraient ainsi navigué le long d'une autoroute du kelp. Cette voie maritime suit les forêts d'algues qui bordent la côte pacifique depuis le nord du continent jusqu'en Patagonie, la pointe méridionale de l'Amérique du Sud. Elle aurait été plus rapide et plus facile que la route terrestre, car les voyageurs n'auraient pas été confrontés à des altitudes et à des terrains différents. D'après certains anthropologues, l'homme aurait commencé à pêcher et construire des bateaux il y a seulement 10 000 ans. Ça me paraît inexplicable. Pourquoi avoir ignoré les ressources côtières pendant 99% de notre histoire? Je continue de penser qu'une vague de migration a emprunté le corridor interglaciaire. Simplement, je crois que les tout premiers Américains sont arrivés plus tôt et par la côte. Les indices archéologiques d'une migration côtière ont été emportés par la montée des océans. Mais si l'on en croit cette théorie, le littoral du Pacifique devait être jalonné de campements de fortune. Les colons auraient caboté d'un cap à l'autre, se nourrissant de poissons, de mammifères marins et de kelp. Peu à peu, ils seraient descendus vers le sud sans jamais s'éloigner du littoral. Ça a dû être absolument fantastique de longer la côte et d'explorer des coins où jamais aucun homme n'avait débarqué. Il est possible également que certains de ces marins se soient enfoncés à l'intérieur des terres en remontant un fleuve à partir de son embouchure. Pour ces hommes qui longeaient la côte, les fleuves étaient des sortes de déviations sur l'autoroute du kelp. Ils y trouvaient toutes les ressources dont ils avaient besoin pour explorer l'intérieur des terres et coloniser toute l'Amérique du Nord. Une image satellite du réseau fluvial des États-Unis donne une idée des voies qu'ils ont peut-être empruntées. Après avoir remonté le cours du fleuve Columbia, ils ont pu rejoindre à pied le Missouri, qui se jette dans le Mississippi, lequel se jette à son tour dans le golfe du Mexique. C'est peut-être de cette façon que le peuple d'Ève de Naharon a traversé le continent avant l'ouverture du corridor interglaciaire.
Mais si les choses se sont réellement passées ainsi, peut-on trouver des ossements de ces hommes à proximité des rivières? Qui étaient-ils? Et que sont-ils devenus? Un des squelettes préhistoriques les plus complets d'Amérique du Nord est conservé dans ce musée. C'est celui d'un homme qui a peut-être fait partie des premiers migrants arrivés par l'autoroute du Kelp. Mais pour des questions de sécurité, il n'est pas possible de filmer ces ossements. Il y a une succession de portes blindées, d'alarmes, des caméras de surveillance, etc. Le squelette lui-même se trouve 2 étages plus bas, protégé par son propre système de sécurité. Un peu comme le coffre-fort d'une banque dans une ville sécurisée. Ce serait vraiment très difficile de s'y introduire. Le squelette a été découvert en 1996. L'homme avait été inhumé il y a 8500 ans sur une berge du Columbia dans l'État de Washington, près de la ville de Kennewick, dont on lui a donné le nom. Immédiatement, les tribus locales réclament ses restes. Les Indiens s'appuient sur la loi de 1990, selon laquelle les restes humains doivent être rendus aux peuples autochtones. S'ils peuvent prouver que les ossements sont ceux d'un ancêtre, les autorités sont obligées de les restituer pour qu'ils soient réensevelis. Une procédure baptisée rapatriement. Mais dans le cas de l'homme de Kennewick, la situation est bloquée malgré les efforts de plusieurs chefs de tribu, dont Armand Minshorn. Notre mode de vie est différent, réglé par des lois tacites qui se transmettent de génération en génération. Il n'empêche que nous devons respecter les lois fédérales. Nous avons collaboré avec l'agence fédérale. Le rapatriement était imminent, mais brusquement, les scientifiques ont décidé qu'ils voulaient étudier le squelette. Depuis, l'affaire a été portée devant les tribunaux. Les anthropologues sont convaincus que les vestiges ont trop d'importance pour être inhumés de nouveau. Fin 1996, ils ont saisi la justice afin de stopper la procédure de rapatriement. Depuis, le sort de l'homme de Kennewick est incertain et ses restes sont enfermés dans un coffre. En 2004, le tribunal a autorisé Doug Housley, un des meilleurs anthropologues médico-légaux du monde, à examiner les ossements. Son équipe a eu 2 semaines pour mener ses recherches. Celles-ci ont fourni une telle quantité de données que la publication des résultats a pris 9 ans. L'homme de Kennewick pesait 72 kilos pour 1,71 m et il avait une quarantaine d'années. Il était très robuste, large d'épaules, avec des os très solides. Son bras droit était nettement plus développé que le gauche. Probablement parce qu'il utilisait un atlatl. Le mouvement est très rapide. Pour éviter d'être déséquilibré, on se rattrape sur la jambe gauche. C'est incroyable, mais on voit bien que sa jambe gauche était plus forte que la droite. Il semble que cette arme, la lance et le propulseur, ait aussi été utilisée contre l'homme de Kennewick. On s'est aperçu qu'une pointe de lance était restée fichée dans la hanche droite.
Il a dû s'effondrer. La pointe a tailladé l'os iliaque et emporté un morceau de la crête iliaque. Malgré tout, on peut dire que l'homme a eu de la chance. À quelques centimètres près, les organes internes étaient touchés et il serait mort. Il a eu également 5 côtes cassées, ce qui a pu se produire alors qu'il était à terre. C'est le type de lésion qu'on voit quand un individu est frappé à coups de pied. Son agresseur était suffisamment près de lui pour lui balancer un bon coup de pied et lui fracturer les côtes. Mais il était solide comme un roc. Il s'est rétabli et a vécu une bonne vingtaine d'années après ça. Qu'est-ce que les os de l'homme de Kennewick nous ont appris d'autre? Doug Housley a analysé leur composition chimique, c'est-à-dire leur signature isotopique, qui permet de savoir de quoi se nourrit un individu et d'où proviennent les aliments. L'analyse de la signature isotopique a révélé une alimentation à base d'animaux aquatiques. Tout de suite, on a pensé au saumon du fleuve Columbia. Vu l'endroit où on avait retrouvé le squelette, ça paraissait logique. Mais l'abondance de certains isotopes de carbone exclut la consommation de poissons d'eau douce. Il semble que l'homme de Kennewick se soit nourri essentiellement de mammifères marins. L'homme vivait le long du littoral et d'après ce que révèle l'analyse des données isotopiques, il mangeait principalement des phoques. Il venait du nord, du centre de l'Alaska. D'après les éléments révélés par l'examen médico-légal, l'homme de Kennewick menait la même existence que les premiers migrants arrivés par la côte, tirant sa nourriture de la mer. C'est plus tard seulement qu'il a commencé à remonter le Columbia. Je ne m'y attendais pas du tout. Compte tenu des circonstances, ça paraissait évident qu'il était d'ici, mais il venait d'ailleurs. Les Amérindiens rejettent cette théorie. Pour eux, l'homme de Kennewick est l'ancien. Il était des leurs. Et le fait qu'il ait été enterré semble indiquer qu'il n'était pas un voyageur solitaire, mais qu'il appartenait à une tribu. Nous croyons que l'Ancien a vécu comme nous aujourd'hui, qu'il se nourrissait des mêmes choses, parlait la même langue et pêchait dans le même fleuve. Il est certain qu'il a été enterré au cours d'une cérémonie. Il n'était pas seul. Des gens ont pris grand soin de son corps. Ils l'ont mis en terre comme nous le faisons nous-mêmes. Pour nous, le corps doit rester sous la terre jusqu'à la fin des temps. C'est ce que nous croyons. Peu importe qu'un corps ait été enterré il y a 9000 ans. Quand il est exhumé, comme celui de l'Ancien, son voyage s'interrompt. Il s'arrête. Pour empêcher de nouvelles fouilles, les autorités fédérales ont fait combler le site où le squelette a été découvert le long du fleuve Columbia. Mais elles n'ont toujours pas restitué les os. Les tribus soutiennent que l'homme de Kennewick est leur ancêtre.
And the scientists cannot accept the fact that just because it's not written down in a book, it's not fact. It's fact to me, because I live it every day. Mais Doug Housley n'est pas d'accord. Pour lui, il n'y a aucun lien entre les Indiens contemporains et l'homme de Kennewick, car le crâne de celui-ci a une forme différente. Voilà le crâne d'un Indien. Il a des pommettes très saillantes et une boîte crânienne plutôt courte et large, très différente de celle de l'homme de Kennewick. Le crâne de celui-ci a une forme beaucoup plus longue et étroite. Et quand on regarde la face, on voit qu'elle est moins large et plus fine que celle d'un Indien d'aujourd'hui. Forcément, on se pose la question, à qui ressemble l'homme de Kennewick? À quel type correspond-il le plus? Sur l'ensemble de la population mondiale, ce sont des traits que l'on retrouve chez les Polynésiens. Pour reconstituer le visage de l'homme de Kennewick, on s'est inspiré d'une ethnie très proche physiquement des Polynésiens, les Aïnous. Ces chasseurs-cueilleurs du nord de l'archipel du Japon ont été presque exterminés au XXe siècle. Leur crâne est long et étroit, comme celui de l'homme de Kennewick. Je ne dis pas que l'homme de Kennewick était polynésien. Je dis qu'il y a 10 ou 15 000 ans, c'est à ça que ressemblaient les hommes qui peuplaient les zones côtières d'Asie. C'étaient des chasseurs-cueilleurs et ils avaient cette morphologie. Les squelettes découverts dans le Yucatan ont les mêmes caractéristiques. Le crâne d'Ève est long et étroit, tout comme celui de l'homme de Kennewick. D'un point de vue anthropologique, elle ne ressemble pas aux Indiens contemporains. D'après cette théorie, les premiers migrants arrivés sur le continent américain avaient un crâne long et étroit, comme l'homme de Kennewick et Ève de Naharon. Puis, il y a 8000 ans, une autre vague migratoire semble arriver à son tour. Ces hommes et ces femmes au crâne rond et large auraient alors remplacé les premiers occupants et peuplé les Amériques. Si les choses se sont réellement passées ainsi, il n'y aurait pas de lien direct entre l'homme de Kennewick et les Amérindiens contemporains qui ne pourraient pas alors réclamer ses ossements. Il existe une méthode infaillible pour le savoir. L'analyse ADN. On pensait que les os de l'homme de Kennewick étaient en trop mauvais état pour permettre un examen génétique. C'était sans compter avec Eske Willerslev, pionnier dans le domaine de la paléogénomique. Son équipe est parvenue à extraire de l'ADN qui permettra peut-être d'établir si l'homme de Kennewick est apparenté aux Indiens. Pour un scientifique, c'est super quand il y a controverse. Ça veut dire que les résultats comptent. S'ils permettent de mettre fin au débat, c'est qu'ils sont importants. Les chercheurs répliquent l'ADN extrait à des millions d'exemplaires et procèdent au séquençage dans un appareil à haut débit. Les fragments sont marqués grâce à un colorant fluorescent. Puis le séquenceur les soumet à une succession de réactions chimiques. Les myriades de points lumineux sont ensuite photographiés et analysés avec une précision remarquable. Je suis généticien, alors forcément, je ne suis pas impartial. Mais je suis persuadé qu'aujourd'hui, la génétique, et plus particulièrement la génomique, est un outil extrêmement puissant pour résoudre les questions d'ascendance. Eske Willerslev
a invité Armand Minshorn et d'autres chefs de tribu dans son laboratoire afin de leur expliquer les étapes du séquençage de l'ADN de l'homme de Kennewick. Avant, il leur fait visiter la pièce stérile où l'ADN est extrait de restes anciens. Aujourd'hui, les chercheurs travaillent sur une dent de viking vieille de 500 ans. Une dent comme celle-ci contient très peu d'ADN. Si on veut arriver à lire le code génétique, il faut broyer l'échantillon pour en récupérer l'ADN. C'est exactement la même procédure qu'on a suivie avec l'ancien, sauf que pour lui, on a prélevé un échantillon d'os. C'est dérangeant d'assister à ça, de voir ce qu'on fait subir à ces restes humains, de voir qu'on les traite de cette façon. Les restes humains sont sacrés. Mais c'est la science. Et nous ne comprenons pas encore tout ce que ça signifie. Le face-à-face entre la science et la tradition se clôt sur une prière. Nous pensons à l'ancien, où qu'il soit. Quand j'ai vu à quel point c'était important pour eux, j'ai été très ému. Je suis sûr que pour eux, c'est un sacrifice de me laisser prélever des échantillons sur l'homme de Kennewick. Mais c'est un sacrifice nécessaire s'ils veulent envisager de récupérer le squelette. Ce qu'il y a dans cette éprouvette, malgré leurs doutes concernant la recherche génétique, les représentants des tribus apprennent une bonne nouvelle. Voilà l'ADN de l'ancien. On a déjà séquencé des fragments de son génome et d'après les analyses, on a pu établir que l'ancien était plus proche des Amérindiens contemporains que de toute autre population dans le monde. C'est un résultat très important compte tenu des circonstances. Il a été dit que l'ancien n'était pas apparenté génétiquement aux Indiens actuels. Si ça avait été réellement le cas, son ADN correspondrait à celui d'autres populations mondiales. Par exemple, à celui d'autres groupes mongoloïdes en Asie. Mais ce n'est pas le cas. Il tombe pile dans le groupe des Amérindiens. C'est très encourageant. Nous, les Indiens, nous l'avons toujours su. Ça ne fait que confirmer ce que nous répétons depuis le début. Si tout ce que nous découvrons ici peut vous aider à récupérer l'ancien, je serai heureux de faire le maximum. Et s'il le faut, j'irai témoigner devant un tribunal du sérieux et de la fiabilité de ces résultats. D'accord. Ces résultats marquent peut-être un tournant. Une fois complète, la séquence génétique de l'homme de Kennewick viendra étayer le dossier des partisans de son rapatriement. Si l'analyse génétique est correcte, cela signifie qu'il n'y a pas eu deux vagues migratoires distinctes sur le continent américain, mais une seule. Ève, le peuple de la culture Clovis, l'homme de Kennewick, tous possèdent le même patrimoine génétique que les Amérindiens contemporains. Ils forment tous un seul et même peuple. Les Indiens d'aujourd'hui ont une morphologie différente de leurs ancêtres, mais cela n'a rien d'inhabituel.
presque toutes les populations mondiales sont physiquement différentes des peuples préhistoriques. Aucun d'entre nous ne ressemble à ses ancêtres lointains. John Hawkes a étudié l'évolution biologique de l'homme depuis 10 000 ans. Les premiers hommes nous fascinent, et c'est normal puisqu'ils sont nos ancêtres. Mais en examinant leur crâne et leurs traits, on s'est rendu compte qu'ils ne nous ressemblaient pas. Nous avons changé. Et inévitablement, on s'est demandé pourquoi. D'après lui, l'être humain est extrêmement réceptif à toute modification de son mode de vie. Quand nous avons cessé d'être des chasseurs-cueilleurs, nous avons changé d'alimentation, ce qui a suffi à transformer la forme de notre crâne. Et depuis que nous vivons dans des villes, notre cerveau travaille moins parce que nous nous reposons sur l'intelligence des autres. Ça peut paraître surprenant, mais lorsqu'on est devenu sédentaire, notre crâne a changé de forme et rétréci. Et il est probable que notre cerveau aussi. Les premiers hommes vivaient en tout petits groupes. Ils devaient être capables de tout faire et savoir trouver leur nourriture dans leur environnement. Ces connaissances s'accumulaient au fil des générations. C'était une nécessité. C'est ainsi que ces pionniers sont parvenus à coloniser ce nouveau monde. Par la mer ou par la terre, ils sont arrivés au moins 2000 ans plus tôt qu'on ne le pensait, peuplant l'Amérique à une vitesse impressionnante. D'autres peuples préhistoriques à travers le monde ont été animés par ce même esprit d'aventure. D'après les généticiens, ce goût du risque et cette soif de changement et de nouveauté sont inscrits dans les gènes. Certains les ont appelés les gènes de l'explorateur, et ils sont toujours présents dans notre ADN. Les peuples préhistoriques étaient des explorateurs qui ont ouvert la voie et créé le monde d'aujourd'hui. Le lien génétique qui existe entre eux et nous se perpétue au fil des années. C'est lui qui nous pousse à aller là où nous ne sommes jamais allés auparavant. Aucune autre espèce que la nôtre ne fait ce que nous faisons. Territoire après territoire, explorer et occuper chaque recoin de la planète. Et si nous le faisons encore aujourd'hui, c'est parce que nos ancêtres, les premiers hommes, l'ont fait avant nous.